Mais- Merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous, à nouveau en Belgique, où en 2016, quand il est sorti, le film avec les élèves, a eu un accueil fantastique. J'ai retrouvé mes origines belges et je voulais vous dire ma joie et mon émotion d'être ici, à Liège, sur la terre de mes ancêtres, puisque le père de ma grand-mère paternelle était liégeois. J'ai même la chance d'avoir de la famille qui est venue, des amis. Donc je suis très heureux. Ma grand-mère, qui a beaucoup compté pour moi, avait le cœur en Belgique. Elle me parlait de l'oncle Octave comme d'un monument, et elle faisait des moules frites à tomber par terre. Et je me souviens de nos larmes sur un concert de Brel à la télévision. Je sais qu'elle aurait pleuré la mort de Johnny Hallyday, comme elle avait pleuré à l'annonce de celle du grand Jacques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez ce qu'a dit Georges Brassens, qui était anéanti à la mort de Brel, juste après. Il a cité des vers magnifiques de Paul Faure, que je cite dans mon livre « Maman mourra un jour », parce qu'ils m'ont vraiment marqué. Et je les ai vus en direct, je me souviens, devant ma mère, elle aussi émue. Il dit « Il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants. Ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer avant. » Ma grand-mère, Susanna Mels, a eu une grande importance dans ma vie et dans ma culture. Beaucoup des écrivains que je vais citer ce soir, c'est elle qui me les a fait connaître. Alors je pense à elle aujourd'hui. Elle n'est plus, mais j'espère qu'elle vit encore à travers moi et demain mes enfants ou les élèves que j'aurai inspirés. La question de la mort, si je l'aborde, c'est parce qu'en fait, elle est à la racine de la question que je voudrais aborder avec vous ce soir, qui est notre course contre le temps. Je n'ai pas de leçon, alors je vous dis tout de suite que je n'ai aucune leçon à donner, parce que moi-même, je suis pris dans cette course. Je suis instituteur. Ce matin, j'étais en cours avec mes élèves. J'ai pris le train, je suis venu, je fais des conférences, j'écris des livres, je suis père au foyer. Je m'occupe de mes enfants. Tout ça prend du temps, donc je cours comme tout le monde. Et en plus, surtout, je vis à Paris, ce qui est là le plus important pour vous pousser dans la course. Mais donc c'est plutôt une réflexion que je voudrais mettre en partage avec vous, puisque cette question touche de plus en plus de gens et interroge de plus en plus de gens. C'est vrai, que se passe-t-il? Où est ce temps qui nous manque sans cesse, ce temps qu'on n'a plus, ce temps derrière lequel on a souvent l'impression de courir comme un canard sans tête, en particulier dans l'entreprise ou dans les grandes villes. J'étais à New York pour présenter le film il y a un mois, la fameuse ville qui ne dort jamais. C'était Times Square, allumé toute la nuit, une espèce de frénésie. C'est très impressionnant à voir. Derrière cette question de la saturation temporelle se cache un enjeu majeur de la modernité qui a été souligné par Hartmut Rosa, dont on reparlera, qui est l'inspirateur du film, et c'est l'accélération de notre monde. Alors cette question, comme on l'a vu, elle me touche personnellement parce que j'étais dans la finance de marché, les grandes banques internationales, etc., avec une vie effectivement à 100 à l'heure. Là, je peux dire aussi parfois comme un canard sans tête. Et j'ai changé radicalement pour une temporalité tout autre. Et je dois dire que l'adaptation, heureusement ça ne s'est pas fait tout de suite, a été lente parce que quand on sort d'un métier aussi sous adrénaline, on a du mal à redescendre. J'ai découvert le rythme de l'enfance et ce que ça a d'absolument merveilleux, mais aussi ce rythme qu'on ne peut pas brusquer, qu'on doit respecter un tant soit peu, surtout quand on a des enfants jeunes. Et aujourd'hui, je peux aussi analyser, grâce à mon passé dans la finance de marché, un phénomène qui, à mon sens, est au cœur de l'accélération que nous vivons, qui est l'alliance entre la technologie et la finance. Quand j'étais dans la finance, sur les marchés financiers, c'était la bulle Internet. Une espèce de frénésie complètement folle qu'on peut revoir aujourd'hui. À nouveau, la spéculation est repartie un peu dans les mêmes mesures. Mais en tout état de cause, elle montrait que la finance est très friande de technologie, puisqu'elle s'en alimente. Elle s'en alimente à travers les gains de productivité. Donc c'est comme cela a été dit, c'est la confrontation à la grande énigme de l'existence qui m'a amené d'un seul coup à faire un pas de recul. Et voilà, je le dis au tout début de mon film. Donc, je vous proposerai tout au long en fait, de la conférence des extraits du film ou d'autres choses que j'ai pu filmer pour alimenter la réflexion et aussi pour entendre
les enfants. Longtemps, j'ai vécu en accéléré. Ancien trader, j'ai travaillé pendant plusieurs années à un rythme de fou. Dans ce mélange de stress, de vitesse et d'ivresse qu'est devenue la finance moderne. Dédié 24 heures sur 24 à mon métier, je courais chaque jour contre le temps. Et d'un seul coup, le temps s'est arrêté. Un matin d'août, le médecin de famille m'a annoncé que ma mère était atteinte d'une maladie incurable. 2 ans, pas plus. Tout s'effondrait. Jamais je ne pourrais l'accompagner si je continuais dans la finance. Alors je suis parti. Je suis devenu instituteur. J'ai découvert un autre rythme, celui de l'enfance qu'il ne faut pas brusquer. Et pourtant, j'ai encore l'impression de courir après le temps. Je regarde l'emballement du monde et je suis pris de vertige. Les dettes qui augmentent et les ressources qui s'épuisent. Ceux qui courent pour suivre le rythme et ceux qui ont lâché prise. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous en avez fait l'expérience, au cours des projections et des échanges que j'ai pu avoir avec le public, je me suis aperçu de ça et ça m'a frappé, combien la confrontation à la mort constitue souvent dans la vie des gens, la confrontation à la mort d'un proche, évidemment des parents, ou alors un accident grave qui fait passer pas loin de la mort, constitue souvent un moment charnière dans l'existence. Confucius disait « on a 2 vies », et la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Et c'est souvent quand on est confronté à la mort des proches, auxquels, dans une société où la mort est un peu absente, qu'on a tendance à oublier. Comme si la mort révélait un peu les vraies couleurs de la vie et mettait en abîme notre course contre le temps, un peu son absurdité. C'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'au regard de ma mère dont je ne pourrais pas profiter longtemps et d'un travail qui me prenait 6 jours sur 7 et dans les horaires qu'on vous a cités, le choix a été vite fait. C'est imposé à moi sans véritablement que j'ai à réfléchir. Ces moments passés aux côtés de ma mère, dont j'ai rendu compte dans mon livre « Maman mourra un jour », parce que je pense que la question de la mort est une question centrale et qu'on peut vivre, on peut pacifier, du moins je l'espère. Ce chemin, moi, m'a conduit à pacifier mon rapport à la mort en y étant confronté. Et ça m'a amené aussi à déconstruire mon rapport au temps, à apprendre avec elle, à profiter des saveurs ordinaires du présent, de tout ce que ça apportait, mais aussi à laisser le temps au temps. À prendre le temps de l'éducation pour mes enfants. S'il y a une chose qui est fantastique pour moi, quand je travaille dans la finance, je ne vois absolument pas comment j'aurais du temps pour élever des enfants. Là, j'ai la chance de pouvoir aller les chercher, d'être avec eux. Et finalement, c'est ce que ma mère m'avait donné, puisqu'elle avait arrêté de travailler dans les 3 premières années de ma vie. Je peux le redonner à mes enfants aussi. Bref, tout ça, ça m'a invité à profiter de l'amour et de la vie pendant qu'ils étaient encore là. Il y a une phrase de Sénèque qui ouvre Maman mourra un jour et qui m'a beaucoup marqué. Sénèque, qui est un vraiment philosophe qui est d'une actualité déconcertante quand on le lit. Il a écrit dans les lettres à Lucilius, la première lettre s'appelle l'emploi du temps, et il l'a conclut par cette phrase, on remet la vie à plus tard, et pendant ce temps, elle s'en va. Et c'est tout simple. Alors souvent, quand je dis ça dans les conférences avec les gens, il y a une espèce de confrontation brutale dans la tête. Et les gens réalisent, effectivement, on a tendance, la mort était relativement absente, à oublier cela. Alors voilà, je réalise des films, comme je vous l'ai dit, donc je suis dans cette course, mais j'ai essayé de comprendre dans mon livre le film, si je l'ai fait, évidemment, c'est parce que cette question me préoccupait, m'interrogeait, et que je la vivais moi-même. Mais le livre m'a permis de réfléchir à des solutions. Alors d'abord individuelles, on y viendra, et aussi collectives, mais là, je n'étant pas, je ne peux pas, enfin je pense que ces solutions collectives ne pourront se construire que quand vraiment beaucoup de gens se mettront en commun par rapport à cette question du temps.
Alors, afin de comprendre, et j'espère vous aider à mieux maîtriser cette course contre le temps qu'on vit tous, je vous propose une réflexion en 3 étapes. La première, c'est d'abord de comprendre, de voir cette accélération concrètement dans ses conséquences sur nos vies, sur la société. La deuxième partie, c'est évidemment d'en comprendre les causes, les moteurs, parce que souvent c'est la première étape pour pouvoir imprimer un changement. Et puis évidemment, la dernière, c'est les solutions qui peuvent se dessiner, comme je vous l'ai dit, à titre individuel et collectif. Alors quelque chose m'a beaucoup aidé à prendre conscience de cette accélération et de la question du temps, sont mes élèves et mes enfants. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en tous les cas en France, les 2 mots qu'entendent le plus les enfants, c'est « attends », c'est « attends » quand on est sur le smartphone, on est en train de faire tout ce qu'on a à faire dans une maison, et puis d'un seul coup, dépêche-toi. Et c'est véritablement quelque chose dont on a tous l'expérience, le dépêche-toi du matin, et qui montre combien on est en train un peu de pousser les enfants au-delà d'un rythme qui est le leur. Alors qu'en disent-ils justement ? C'est-à-dire, moi qui joue dans un club de foot, j'ai remarqué que toutes les semaines, il y a des nouvelles chaussures qui sortent. Les jeux vidéo, ça sort tous les mois. Tout accélère et tout sort de plus en plus vite. Tout va trop vite et donc on passe à côté de beaucoup de choses. Mais le désavantage, c'est que vu que tout va plus vite, on a les choses qu'on veut plus vite. À chaque fois quand il y a quelque chose de nouveau, tout le monde le veut, tout le monde en parle et ils l'achètent. En plus qu'ils en ont même pas besoin. Parfois, on a l'impression de rien ressentir, mais au fond de nous-mêmes, on a quand même un peu l'impression que ça va vraiment vite, donc on a l'impression d'être un peu... Je sais pas comment le dire. On va plus le bon côté des choses. Voilà, c'est cette parole d'enfant qui m'a frappé et dont j'ai voulu rendre. Et c'est aussi le côté fabuleux de ce métier d'instituteur, de vivre cette parole d'enfant qui est sans filtre, qui va droit au but et qui est souvent beaucoup plus lucide qu'on ne le pense. Alors, pour parler de l'accélération, donc dans ses aspects concrets et ses conséquences, je veux d'abord parler d'Hartmut Rosa, puisque c'est l'inspirateur du film. Il a écrit un livre qui s'appelle « Accélération ». C'est un sociologue et un philosophe allemand. Et ce livre, Accélération, a fait date pour tous ceux qui l'ont lu. Je me souviens, j'avais un ami qui était dans la finance et c'est lui qui me l'a passé en disant « il faut absolument que tu lises ça, c'est crucial ». Alors c'est un livre un peu ardu, sociologue, mais absolument passionnant et qui démontre quasiment par A plus B qu'en fait, notre société et la plupart des champs d'activité de notre société sont pris dans une spirale d'accélération. L'accélération économique, bien sûr, sous la pression financière, l'accélération technologique, les deux s'alimentant l'une l'autre, mais aussi l'accélération sociale, combien dans nos vies changent beaucoup plus vite, on change de métier, de lieu, l'environnement autour de nous change beaucoup plus vite, les magasins ferment, d'autres prennent le relais, etc. Les changements sont de plus en plus rapides. Et sa conclusion est sans appel, c'est que ces accélérations se conjuguent. Elles se conjuguent pour aboutir d'une certaine manière à une spirale hyper exponentielle qui doit nous interroger à mon sens. C'est pour ça que j'ai fait ce film et que je travaille sur cette question. Hartmut Rosa décrit bien ce phénomène, cette boucle de feedback, on pourrait dire, c'est-à-dire que on est nous-mêmes, sous la pression temporelle qu'on vit, très demandeurs de choses qui nous font gagner du temps. Et la technologie ne cesse d'inventer des choses pour nous faire gagner du temps. Des applications pour aller plus vite. Là, j'étais dans le Thalys, c'était impressionnant. Maintenant, c'est vrai, ils arrivent, clic, ting. Avant, il y avait un échange. Il y a toujours le bonjour, mais ça va très, très vite. À l'aéroport, tout est automatisé. Tout ça, bon, c'est un peu tendance à détruire l'emploi. Mais la raison principale, c'est qu'on veut aller plus vite. On est habitué à aller plus vite et à sans cesse gagner du temps. Alors d'un point de vue pragmatique et concret, ça se traduit pour nous et pour de plus en plus de gens, parce que quand on s'interroge pourquoi brutalement depuis 10 ans les gens disent qu'ils n'en peuvent plus, enfin qu'ils manquent de temps, qu'il y a cette plainte, il y a eu une éruption dans nos vies, c'est celle du smartphone et d'Internet. Internet l'a précédé, mais on fait face à un flux exponentiellement croissant de mails, de SMS, de communication.
Et les canaux de diffusion se démultiplient aussi. Vos élèves, vos enfants, pardon, vont être sur Instagram, Facebook peut-être, mais il y a Snapchat aussi, puis il y a Musical.ly, puis je pourrais vous en citer d'autres. Et tout, on le voit très bien avec les enfants aujourd'hui et les adolescents, ils sont sur 4 réseaux sociaux, sur chacun desquels, pour exister, il faut communiquer, envoyer, et leur téléphone vibre en permanence. Il y a une étude qui a montré en Angleterre, c'était il y a 1 an et demi, donc aujourd'hui on doit être 30% au-dessus, que les usagers sortaient 220 fois, consultaient 220 fois leur smartphone par jour. Ça fait une fois toutes les 3 minutes, et quand j'étais dans une conférence récemment, ils disaient 220 fois, moi je dois en être à 1000, disait un cadre à qui je présentais ce sujet. Donc c'est véritablement un réflexe pavlovien qui s'ancre en nous, et qui fait qu'on meuble inconsciemment le vide par cet objet, auquel on est sans cesse ramené. Le temps acceptable de réponse est de plus en plus réduit. Si vous ne répondez pas à un mail, vous avez un SMS dans l'heure, et puis, enfin, surtout au travail, hein, j'entends. Alors, toutes ces disruptions, on parle de la société de la disruption, font de nous des hommes ou des femmes instants, qui réagissent plus qu'à court terme sous la pression d'une urgence incessante, et d'une certaine manière, et ça c'est très important, je crois, de le comprendre, en particulier dans l'entreprise, mais nous devenons nos propres bourreaux, puisque tout le monde demande à tout le monde d'aller plus vite. On n'en est plus simplement à l'urgent ou au très urgent, on est au TTU. Le TTU, c'est très très urgent. Donc le fait de présenter un temps du monde, qui est un temps extrêmement rapide, crée l'impression en chacun de nous qu'il n'est pas à la hauteur de son époque, il n'est pas dans le rythme de son temps. Et ça diffuse comme ça, de façon très inconsciente, une forme de culpabilité collective, avec l'idée que nous serions tous en retard par rapport à l'histoire. Dans un monde qui change en permanence et d'une manière très rapide, par définition, ça va tellement vite qu'on est simplement dans la réactivité. C'est-à-dire comme un pilote qui évite les obstacles ou qui suit le parcours sinueux, mais qui ne cherche pas à savoir où la route va s'arrêter, si la mécanique n'est pas en train, parce qu'il n'a pas le temps. Là, Nicolas Hulot décrit très bien par l'exemple d'une voiture qui va de plus en plus vite dans les virages, c'est le court-termisme dans lequel nous place structurellement cette société, puisqu'on doit aller toujours de plus en plus vite. On regarde le prochain virage qui vient à nous de plus en plus vite. Le problème, à mon sens, et pour moi c'est une interrogation profondément philosophique. Je fais beaucoup de philosophie avec mes élèves, j'adore ça, et on perd un peu parfois dans cette course, on ne prend pas le temps de réfléchir, mais c'est quand même étrange de construire une société qui se construit contre le temps, qui voit dans le temps un ennemi. Parce que, a priori, le temps, si on le voit un ennemi, on est mal barré, parce que c'est quand même lui le grand vainqueur. Et donc, c'est Baudelaire qui disait « Souviens-toi que le temps est un joueur avide, qui gagne sans tricher, à tout coup. C'est la loi. » Et pourtant, on a construit une société dans laquelle on perçoit le temps comme un ennemi, bien trop souvent. Reste que un des points clés, c'est que tous les temps de pause sont mis à profit pour rattraper le temps perdu. Vous avez vu ça dans la rue, même si on peut appeler ça un temps de pause, quoi. Marcher, il y a beaucoup de gens, mais c'est normal. Ils ont de plus en plus de flux entrants, il faut bien qu'ils les gèrent. Donc ça devient dans la rue, évidemment les transports en commun, mais bien au-delà, l'ascenseur, l'attente de l'ascenseur, tout moment d'attente est utilisé pour attraper ce temps. Et ça entraîne en fait structurellement une sensation de saturation psychique, puisqu'à aucun moment, l'esprit se repose en quelque sorte. Et regardez simplement les flux. Moi, combien de fois ai-je envie de prendre mon ordinateur et de le mettre sous l'eau ? Parce que c'est plus à mon échelle. Au fond, puisque je peux l'avoir dans l'instant, je le veux dans l'immédiat. Et donc, dans la vie de travail, dont parlaient les petits enfants tout à l'heure, cette exigence d'immédiateté qui est quant à l'exigence du résultat. Puisque le rythme le permet, je veux ce résultat immédiatement. Et du coup, cette immédiateté va générer des logiques d'urgence. Et donc tout devient urgent. On est dans cette espèce de délire où effectivement tout est vu comme urgent. So this really does create the feeling it's really overwhelming, and I think we underestimate this socially and politically.
how bad it has already become, because we know from a lot of research that has been made that most people now say they are at the absolute limits of what they can bear, right? If it gets a little worse, they feel they would break down. And of course, we actually have very high rates of breakdown in the form of burnout and depression and other things. So I do think there is a real crisis there. Voilà, Hartmut Rosa et Nicole Aubert, Étienne Klein, et qui ont participé au film et qui ont, en fait, réagissent tout au long du film à la parole des enfants. Nicole Aubert parle très bien de cette question d'immédiateté. Puisque ça peut être immédiat, il me le faut tout de suite. Et un des points clés, c'est à quel point, on mésestime à quel point la technologie nous habitue à l'immédiateté. L'humain, il peut être plus lent. La technologie, c'est sans faille, ça répond tout de suite. Aristote disait que nous sommes, il y a une phrase que je fais à mes élèves chaque année, toute simple, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Alors imaginez combien de fois, comment ancrent en nous ces réflexes qui nous ramènent sans arrêt, qui nous reconnectent sans arrêt à l'ordinateur, à l'écran, à la télé, et qui entraînent d'une certaine manière un rapport pavlovien. Il y a un autre aspect des choses qui a été décrit par Nireyal dans un livre qui s'appelle Hooked, qui veut dire accro, et qui montre comment en fait les réseaux sociaux, des applications comme YouTube, en fait leur but c'est de concevoir des algorithmes qui feront que vous resterez dessus. Et donc en permanence, ça vous donne d'une certaine manière, ça soulage nos petites frustrations, nos désirs. On va trouver sur Internet tout de suite une réponse. Déjà, si on a une question existentielle, maintenant on tape sur Google, ça apparaît avant même qu'on ait fini, en fait, la réponse, elle apparaît avant même qu'on ait fini de taper. Tout va très très vite. Le succès de Google, le premier succès de Google par rapport aux autres, certes c'était un bon indexateur, mais c'était surtout que c'était le plus rapide. Et effectivement, ça va très vite. On a assez vite la réponse qu'on cherche en général. Mais vous vous sentez seul, vous allez sur Facebook, vous vous ennuyez, vous allez sur Twitter, il y a toujours une réponse immédiate à votre impulsion. Alors ça se procure, cette immédiateté technologique, elle procure un soulagement rapide, mais évidemment superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Et ça fait écho, d'une certaine manière, à des dimensions addictives, des drogues qui vont donner tout de suite quelque chose, mais vont déplacer le problème. Et ça fait penser, ça explique en partie notre course en avant contre le temps. Alors, ainsi habitué à l'immédiateté des machines et à leur efficacité, le problème, c'est qu'on ne sait plus attendre. Nous sommes dans une crise de la patience. Nous ne sommes pas dans une accélération du temps, nous sommes dans une crise de la patience. C'est-à-dire, nous voulons que les choses aillent vite. Nous voulons comprendre la théorie de la relativité en 2 minutes. Et le professeur aussi donne aussi des cours. Notre course contre le temps, et ça, c'est Hartmut Rosa qui est l'étendard de cette idée, nous met devant un danger majeur. Ça s'appuie sur un concept qu'il a lui-même construit à partir de l'accélération, qui est la désynchronisation. C'est-à-dire que, à force d'aller toujours de plus en plus vite, nous nous désynchronisons collectivement du temps de la nature, ça on commence à le comprendre, il va très bien l'expliquer dans l'extrait qui suit, mais aussi de notre nature, c'est-à-dire de nos rythmes biologiques et de nos cycles internes. Alors voilà comment Rosa parle de cette notion de désynchronisation, qui est à mon sens essentiel et aussi. There are some segments of the world or of the population that are not capable of running faster and faster all the time. And the most easy way where we can see this is with nature, right? Because nature has its own patterns of time, right? And its rhythms, and its rhythms of reproduction, for example. But it's also with the pollution and the waste we dump in the environment, because nature can handle that too, right? But it takes a long time to do away with it, and we produce waste and pollution at a pace which is too fast for nature's rhythms. So very easily you see it's desynchronization between our human, social, economic, technological world and the natural rhythms.
Alors cette ville dans laquelle j'ai été, parce que je voulais la filmer pour le documentaire, c'est Dubaï. Et Dubaï a été construite en 30 ans. Grosso modo, c'est 30 ans. Et l'endroit où il y a de l'eau que vous voyez au début, c'est en 7 ans. Il y a une cinquantaine de buildings gigantesques qui ont été construits en 7 ans. Et ce qui montre quand même, elle est très symptomatique de cette accélération frénétique. Alors, le souci de cette course et de cette vitesse, c'est qu'à mesure que la société accélère, elle semble décrocher de plus en plus de choses. La nature, d'accord, mais aussi les gens. D'une certaine manière, à travers le culte de la compétition généralisée, un nouveau darwinisme est à l'œuvre. Il y a ceux qui peuvent suivre ce rythme, et puis il y a les autres. Et qui sont décrochés, on va dire, du TGV du progrès, qui va de plus en plus vite. Dans le film de Ken Loach, moi, Daniel Blake, qui est un très beau film, il montre ça précisément. C'est un ébéniste qui n'arrive plus à se réinsérer parce qu'il gère mal l'Internet, il n'y arrive plus et il est décroché. Mais songeons à toutes ces personnes qui ont voté Trump, par exemple. On sait très bien que c'est précisément des gens qui se sentent décrochés de ce fabuleux progrès que nous sommes en train de vivre sous certains angles. Vous savez, ce vieux dicton de nos grands-mères qui disait le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Bon, il faut chercher à bien faire, mais pas trop, parce que si on cherche à trop bien faire, on va effectivement rater son truc, on va le foirer, on va avoir... Et c'est d'ailleurs tout à fait vrai. Et bien Tom Peters, en 1987, dans le Chaos Management, déclare non, 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 c'est pas ça, c'est le bien est l'ennemi du mieux. Donc c'est pas du tout faisons suffisamment bien et soyons raisonnables, restons bien là-dedans, ça n'est jamais suffisant, faisons toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Mais alors quel problème ça pose, cette compétition permanente? Ça peut faire des bagarres. D'accord, pour être... Des disputes, hein. Entre amis même, on peut perdre des amis en faire de la compétition. Aussi, après... Quand on veut absolument être le premier et qu'on n'est pas le premier, après on se sent déçu. On peut être très déçu et même perdre confiance en soi-même et même arrêter de travailler. Tout ça. Quelquefois pour les premiers de la classe ou tout ça, et quelquefois ils peuvent, quand ils sont un petit peu moins forts que le premier, souvent peut-être que les parents ils peuvent persécuter les enfants pour qu'ils travaillent plus et toujours plus. I had once recently a discussion where one parent or one father stood up and said he taught his kids to be #1 in class, right? I mean, so the easy question back for him is, okay, and how many people can be #1? So, I mean, it's idiotic for all the fathers telling their kids to be #1. That will create 30 or 29 failures and 1 winner, right? Et après, ils sont un petit peu malheureux, les enfants, même s'ils sont premiers de la classe. Ou alors, les moins forts, ils peuvent être rejetés ils peuvent être un petit peu rejetés. Nous ne sommes plus du tout dans des temps synchrones. Il y a des gens dont le rythme de vie est effectivement très très rapide, et d'autres qui sont dans une espèce de lenteur, d'attente permanente, d'ennui, mais qui sont hors du champ visuel. In the end, I think the elites are just those who profit from the speed game, right? I mean, they certainly profit in terms of money and wealth. Very often they are, or in some other senses, I think they are also the victims as well, because they are those who are they live alienated lives because they are out of touch with the rest of the world and reality. That's why I actually think we should not permanently tell them and convince ourselves that they are the winners. I think they are the idiots too. I mean, maybe they are the worst off, right? Because they are completely out of touch with life and with everything else. And they also, at least some of them, suffer burnout and other forms of problems because they are really, they are hyper accelerated, right? And they are activated and they are even appropriated by the logic of capital circulation. Oui, on est de plus en plus accaparé par cette logique du capital, on va dire, ou de la finance, tout simplement. Jonathan Crary, dans son livre Le capitalisme à l'assaut du sommeil, qui est un livre dont je cite un passage que je n'ai plus en tête dans le livre Tout s'accélère, mais qui est assez brillant parce qu'il met en rapport justement notre besoin de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, etc. Et le fait qu'en fait,
progressivement dans notre société, le temps de sommeil chute. Alors, aux États-Unis, on est passé, par exemple, de 10 heures en 1900, de moyenne, de sommeil. Bon, c'était rural, hein, et on était beaucoup plus en contact avec la nature. Mais aujourd'hui, à 6h30. Ça fait quand même une perte d'un tiers du sommeil. C'est assez colossal, un tiers de temps par rapport à un siècle. Pour les femmes actives, urbaines et ayant un travail en France, la moyenne est de 4h30 de sommeil dans les hors-vacances. 4h30, il faut tenir, hein, surtout sur des rythmes de plus en plus intenses au travail. Alors, face à ça, il y en a certains qui voient dans le transhumanisme la solution, hein, une nouvelle frontière qui va nous faire passer à une autre dimension, celle de l'homme augmenté, et pourquoi pas immortel. Hein. Vous avez vu, Google va-t-il résoudre la question de la mort? Il y en a qui y croient véritablement, c'est assez fascinant. Mais ça dit d'ailleurs quelque chose, hein, par rapport à cette course, c'est justement la mort. Mais le caractère de la thèse transhumaniste, il se dit d'une manière très simple, c'est-à-dire que c'est grosso modo, c'est seul le développement exponentiel de la technologie qu'on va incorporer dans nos corps va nous permettre de faire face à l'accélération induite par la technologie. Donc on n'a pas fini de courir, ça risque d'être un peu dur pour l'homme. Mais le danger, évidemment, c'est in fine l'épuisement physique et psychique. Les burn-out en sont un exemple parmi d'autres. Et évidemment, l'épuisement psychique répondant à l'épuisement physique et inversement. Et de tout ça se dégage une forme de souffrance temporelle dont je parlais tout à l'heure. On va au travail, notre patron commence à nous dire d'aller plus vite. Et comme on va vite, on fait comme il nous dit. Mais après, à la finale, comment dire, on gagne rien parce que on gagne pas beaucoup parce que à force d'aller vite, comment dire, à force d'aller vite, on commence à perdre nos moyens et on fait les choses mal. Aussi, quand tout s'accélère, il n'y a pas que des avantages. Par exemple, quand tu vas au travail, ton patron il te demande de tout faire plus vite. Après, tu commences à stresser et tu prends des antidépresseurs. C'est que les personnes ont un peu perdu le bonheur à cause du travail parce que bon, c'est toujours dans le stress et tout ça. Donc quand on se repose, on se dit... et tout d'un seul coup, on se dit... je vais perdre mon temps et tout ça. C'est hyper stressant, toujours dans le stress. La maman de cet enfant était journaliste dans un magazine à haut rythme. Et ce qui est assez frappant d'ailleurs dans ce film, en faisant ce film, je me suis aperçu et j'ai pris en pleine figure à quel point des enfants de cet âge-là, 10 ans, et d'autres certainement, nous regardent, nous voient courir, nous les parents. Parce que quand il parle du patron, c'est évidemment pas de moi, c'est de ce qu'il entend à la maison. Pour conclure cette partie, je voudrais dire ma conviction, c'est que l'accélération du monde engage aujourd'hui notre responsabilité collective. La responsabilité dans l'entreprise, dans toutes les organisations, dans les institutions. Il y a véritablement un enjeu, c'est quel monde est-on en train de construire si il va nous pousser structurellement toujours à aller plus vite? Est-ce que c'est ça le but d'une existence ou notre but collectif? Et derrière quoi courons-nous? Et en plus, comme j'ai dit, elle nous désynchronise de nos rythmes et puis de la nature. Pendant que l'homme tourbillonne, la nature, elle offre toujours le même niveau de ressources, les mêmes cycles, et on est en train de s'en désynchroniser de plus en plus. Mais il y a aussi évidemment les risques d'erreur. Quand on va trop vite, on ne fait rien de bon, me disait ma grand-mère, dans la précipitation. Les risques d'erreur, la perte du recul, la perte du sens, du recul stratégique pour une entreprise, mais aussi du sens. Quand on est né dans le guidon, on n'a pas trop le temps de penser aux grandes questions. Et certains pensent aussi que ça entraîne une forme de baisse de la créativité ou de l'imagination. Alors comment faire pour pallier cette tendance? Pour trouver, comme je vous le disais, des solutions à un problème, il faut en comprendre les causes. Alors commençons justement par les causes. Pour ça, je vous propose de chercher la réponse à deux grands paradoxes. Le premier paradoxe, c'est à quel impératif obéit cette accélération pour s'imposer à nous, collectivement, alors qu'on est de plus en plus conscient des limites. En tous les cas, les limites écologiques sont quand même de plus en plus actées. Et pourtant, ça continue, et de plus belle. Et comment se fait-il que nous ayons de plus en plus aussi l'impression de manquer de temps, alors qu'on a tous ces outils pour en gagner?
Plus on avance dans le temps, plus on est les esclaves du temps parce qu'on essaie toujours de le remplir. Donc on devient de plus en plus obsédé par le temps. Donc on devient un petit peu comme ces esclaves de plus en plus quand on avance dans le temps. En même temps, si on essaie de, on va dire, commander le temps, de lui en demander plus et tout, bah, on a l'impression aussi d'être un maître et en même temps un esclave. I really believe that was the great dream of modernity, right? Becoming so efficient that we would have a time abundance, wealth of time. And this dream turned out to be a nightmare, in fact, right? Because the more efficient we are in speeding up the world, the less time we have. So this is very paradoxical, right? I would really say it's the center and core paradox of modernity. Where is the time we save? Where is the time we save? C'est là-dessus qu'il a vraiment marqué les esprits, parce que pour le coup, le paradoxe est fort. Et je trouve que les enfants sont confondants quand ils disent on est de plus en plus, à mesure qu'on avance dans le temps, on est de plus en plus les esclaves du temps. Alors, les causes qui viennent à l'esprit, la première, c'est évidemment l'instinct de compétition, la volonté de puissance, toute cette volonté des hommes de se comparer les uns aux autres, d'avoir plus que l'autre, et qui est très ancrée, même dans notre système économique. Les humains ont besoin de se comparer et ils désirent souvent ce qu'ils n'ont pas. D'une certaine manière, on peut voir l'accélération aussi de la modernité comme une véritable course-poursuite des égos, toujours plus vite, plus haut, plus fort, l'idéal olympique, bon, qui est quand même a des vertus. Hein, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Phénomène, en tous les cas, désormais, cette course des uns contre les autres, et c'est un phénomène, selon Nicolas Hulot, qui est aujourd'hui largement alimenté par les réseaux sociaux. Et par cette communication où, en fait, on est renvoyé sans cesse à son insuffisance. Enfin, de temps en temps, quand j'ai dû me mettre sur Facebook parce que le site Tout s'accélère a dû avoir sa page Facebook, comme tout le monde. Et donc, après, j'ai eu mon compte Facebook. Et puis, donc, j'ai pu voir comment on est renvoyé à dire « Oh là là, ils partent là en vacances aux Maldives. Il faudrait quand même que je me bouge, je fasse un peu des trucs, je suis nul. » Parce que sur Facebook, vous postez vos échecs. Vous postez vos difficultés? Non, on met que en avant ce qui, voilà, c'est comme dans un miroir amincissant, ce qui va donner la meilleure image de nous-mêmes. Pourtant, Montesquieu soulignait l'absurdité de cette course et de cette comparaison permanente. C'est une phrase qui est une des plus riches avec mes élèves, quand je fais une phrase philosophique pour ouvrir chaque semaine, et c'est une de celles qui donne les débats les plus riches. La phrase est toute simple, c'est « si on ne voulait être qu'heureux, cela serait bientôt fait, mais on veut être plus heureux que les autres. Et c'est très souvent difficile, dit-il, parce qu'on imagine les autres plus heureux qu'ils ne sont. » Quand par exemple, typiquement, je peux en attester, les gens riches, on dit « Ah, génial, il y en a plein qui rêvent célébrité. » Mes élèves rêvent de ça, célébrité, de grand argent, etc. Quand on voit les efforts et les sacrifices personnels qu'il faut pour atteindre à une très grande richesse, par exemple sur le plan familial, sur le plan amical, eh ben, on peut réviser sa position. Alors que sinon, on peut rêver, on rêve qu'on peut être à la fois riche, à la fois, etc., mais avoir beaucoup de temps, voir ses amis, se consacrer à l'essentiel. Voilà. Maintenant, on ne va pas dire que la misère aussi est une autre forme d'asservissement, on est bien d'accord. Mais toujours, des élèves aussi nous montrent d'un point de vue plus global le raisonnement, les limites de ce raisonnement du toujours plus vite. Si tous les pays se contentaient de ce qu'ils avaient, bah, ce serait bon. Mais forcément, tout le monde veut toujours plus. Et donc, comme les autres ont plus, nous aussi on veut plus. En gros, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et bah, à la fin, ça va stopper et tout le monde redescendra. Dans une course, à force d'aller vite, on va peut-être gagner, ça dépend. Parce que si on va trop vite, on va commencer à perdre de l'énergie, donc on va commencer à ralentir. Super juste. Alors le point suivant, le facteur là qui s'impose, c'est évidemment le temps, c'est de l'argent, time is money, la désastreuse sentence de Benjamin Franklin. J'ai d'ailleurs relu Benjamin Franklin parce que je prépare un livre et un autre film sur l'argent. Et c'est absolument fascinant ce qu'il dit. Il dit par exemple qu'un homme qui tue une truie assassine tous ses petits pourceaux qu'elle pourrait avoir, enfin toute sa descendance.
Et il dit c'est la même chose avec l'argent. Si vous le dépensez, si vous ne cherchez pas à en gagner, si vous dépensez 5 shillings au lieu de travailler, vous tuez tous les shillings qu'auraient pu donner ces shillings. C'est quand même une drôle de vision de l'argent. Alors, pour parler de ça, je vais aussi faire un lien avec le fait, ça j'en suis vraiment témoin chaque jour, c'est ce que peut, dans quel stress peut nous mettre une grande ville. Dans quel emballement, enfin on voudrait se calmer qu'on ne peut pas dans une grande ville. Alors, et c'est souvent lié au fait qu'il y a la plus grande richesse, vous le savez, se trouve dans les grandes villes. C'est pas pour rien que beaucoup de gens veulent y aller. Enfin, le plus d'argent, d'activité, d'emploi. Et Raymond DeVos, j'ai pas pu le citer dans mon livre, ça m'a été interdit, ce que je comprends, vu qu'il avait... c'est un sketch magnifique. Donc je résiste pas à vous le partager, parce qu'il dit à sa manière fantastiquement les choses. Où court-il, ça s'appelle. Donc, excusez-moi, mais je suis un peu essoufflé. Alors, je ne vais pas faire du Raymond DeVos, je n'ai pas la carrure, donc je vais le dire à ma manière. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je ne peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Lorsque j'y suis rentré, je marchais normalement, comme tout le monde. Hein. Mais quand j'ai vu tout le monde courir, je me suis mis à courir, comme tout le monde. À un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur, alors je lui dis, mais dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, mais parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous ici, vous n'avez pas remarqué? Et je dis, si, des bruits ont couru. Il me dit, mais ils courent encore. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé. Celui-là court pour la gloire. Celui-là court à sa perte. Je lui dis, mais pourquoi court-il si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps, c'est de l'argent, plus il court vite, plus ils en gagnent. Mais je dis, mais où court-il? Il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent sur un compte courant, et ils repartent en courant, en gagner d'autres. Et je dis, et il reste du temps? Il me dit, oh, ils courent faire leurs courses au marché. Voilà, c'est DeVos, qui est quand même, voilà, qui nous manque bien meilleur. Donc les enfants nous expliquent différemment les choses, et de manière peut-être plus philosophique, mais assez passionnante. Si on croit que le temps c'est de l'argent, donc on dit chaque minute c'est de l'argent. Donc comme je veux gagner plus en plus d'argent, donc il faut que je remplisse chaque minute de ma vie pour avoir plus d'argent et encore plus et encore plus. C'est un petit peu comme si l'argent il vous mangeait le cerveau et vous pensiez plus qu'à l'argent. Et que dans votre tête il n'y a plus que argent. Ils doivent se dire peut-être plus on est riche, plus on est supérieur. Et donc il va être plus riche pour se sentir encore plus supérieur. Dire, comme on dit. Alors le problème quand même, c'est qu'on le sait tous, mais l'argent, tout n'est pas quantifiable par l'argent. Voire même des trucs importants. Hein, l'amitié, l'air qu'on respire, un coucher de soleil, une aube naissante, l'amour, ce que vous voulez, plein de choses. Un sourire. Kennedy disait, dans une phrase qui est assez géniale, il disait « On peut tout mesurer avec le PIB, hein, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, en fait. » Voilà, donc c'est justement cette question de la prégnance de l'argent à travers la finance qui alors c'est l'autre point, c'est l'alliance, en fait, le fait qu'on soit dans un monde de plus en plus quantitatif, et de ce fait qui est emballé vers une exponentielle. On mesure tout. Tout est chiffré. Alors, pour le comprendre, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre, c'est qu'en fait, la finance et la technologie sont alliées de longue date, en fait, quasiment depuis leur création. La banque n'existe pas avant la révolution industrielle. Elle existe à Venise, elle existe, mais ça n'a rigoureusement rien à voir en termes de puissance et de lois qu'elle pourrait imposer à la société. À partir de la révolution industrielle, comme il faut construire des machines de plus en plus lourdes, financer leur recherche, etc., il faut construire des usines gigantesques. Les seules fortunes privées qui, avant, finançaient la construction d'un pont dans un village, etc., ne peuvent plus. Et donc, il faut l'intervention de banques de plus en plus grandes à mesure que l'économie grossit. Et évidemment, cet investissement que fait la finance dans ces instruments de production technologiques, ils lui rendent bien, puisqu'ils entraînent des gains de productivité et donc plus d'argent pour le capital. Le capital, le return, le retour sur capital est plus grand. Et cette prédominance de cette alliance, qui est aujourd'hui très 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 forte, nous entraîne dans une forme de gouvernance par les nombres,
qui s'est imposé dans presque tous les compartiments de la société, comme le souligne un professeur au Collège de France, passionnant, qui fait des conférences passionnantes qu'on trouve sur Internet, qui s'appelle Alain Soupiot, et qui a écrit sur la gouvernance par les nombres. Avec l'informatique et sa puissance de calcul, le chiffre est devenu maître. Dans les entreprises, on peut agréger le chiffre. Il y a des gens qui sont suivis à la matinée, à l'heure, pendant qu'on y est. En Chine, dans des usines de textile, les ouvrières, on compte leur productivité jean par jean au centième de seconde près. On en est là, ce qui est quand même assez fascinant. Plus l'organisation humaine est grande, plus le nombre prévaut. Parce que c'est la seule chose qui soit capable, en fait, comment voulez-vous remonter des sentiments humains dans une organisation de 100 000 personnes? En fait, on va remonter des chiffres, c'est beaucoup plus simple. Et ça devient, d'une certaine manière, l'étalon de valeur, dans l'entreprise comme ailleurs, dans la politique aussi. Une religion du chiffre, en quelque sorte. Avec la mondialisation, on a franchi un nouveau cap, puisqu'elle a entraîné une forme de guerre économique généralisée. C'est ce que disait David Cameron, le ministre anglais, Premier ministre anglais, en parlant de la global race pour justifier sa politique économique. C'est vrai, on est dans une global race, une guerre de tous contre tous, on pourrait dire. Le problème, c'est qu'in fine, c'est quand même une guerre de chacun contre nous-mêmes aussi, en termes de temps, de course contre le temps. Et cette course a-t-elle un sens si on la pousse jusqu'au bout? Car de fait, elle privilégie la machine, réputée plus rapide, sur l'humain. Et qu'en est-il de l'homme? Là, je fréquente beaucoup d'entreprises au niveau de DRH, de grandes entreprises qui commencent à se poser de grandes questions. Parce que, à l'heure de l'intelligence artificielle et de la singularité, qui pourra rivaliser avec l'efficacité des machines, ces esclaves sans conscience et sans sommeil, d'une logique dévorante? Et ils commencent à avoir peur, d'ailleurs. À travers l'alliance de la finance et de la technologie, le chiffre a envahi notre quotidien. Des chiffres entêtants, surnuméraires, étouffants, qui ne disent plus la vie, mais quelque chose comme une obsession, une fascination. Cette prédominance du nombre et du quantifiable, je l'ai dit, nous entraîne, et c'est toute la problématique, dans un emballement exponentiel. Parce que les chiffres, quand on les a, on veut les voir croître, ou décroître quand c'est de la pollution ou autre, mais on va toujours raisonner en tendance. La masse monétaire mondiale, elle ne cesse de croître dans des proportions, je vous assure, inimaginables. Il y a tellement d'argent où ça cesse de bloup, la dette, et la terre, elle reste la même. Notre productivité, elle évolue aussi. On doit faire de plus intensément les choses au travail. Les SMS, les mails, je l'ai dit, se démultiplient exponentiellement. Et on est censé aussi consommer, gagner plus d'argent chaque année, consommer plus chaque année. Et qu'est-ce que ça veut dire alors cette croissance? Et qu'est-ce que c'est que cette exponentielle justement? J'ai essayé de l'expliquer aux enfants. Alors voilà le premier exemple. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces graphiques? Plus on se rapproche d'aujourd'hui, et en fait, au début, ils sont tous très plats, et après, plus on se rapproche d'aujourd'hui, ils montent d'un coup. Sinon, moi, ça me fait penser à un ascenseur. Un ascenseur? Oui. L'ascenseur qui nous mène jusqu'au ciel, hein, celui-là. La croissance exponentielle, c'est un point clé. Elle n'est pas, on ne peut pas en avoir l'intuition. C'est vraiment, c'est une fonction où je suis matheux à la base, puisque c'est pour ça que j'ai abouti dans la finance, hein, comme tous les matheux, on a une espèce de voie tracée qui vous mène vers là. Le problème, c'est que l'exponentielle m'avait toujours fasciné parce qu'elle dépasse l'entendement. Quand vous essayez de la tracer, elle dépasse toujours la feuille. Et ça va très très vite, une exponentielle. Le chercheur américain Alfred Bartlett a cette phrase, il dit la grande faiblesse de la race humaine, c'est son incapacité à comprendre la fonction exponentielle. Pour vous donner un exemple, toute autre croissance se traduit par un doublement au bout d'un certain temps. Quand vous croissez de 10% par an, en fait, vous doublez tous les 7 ans. Donc, au bout de 14 ans, vous avez déjà fait x4. Et quand je donnais l'exemple de la Chine, qui a sur près de 40 ans doublé, quand vous doublez, 2 fois de 4, fois de 8, fois de 16, fois de 32, 64. Elle a multiplié son PIB par 64, oui. Et ça va très très vite. Si on pouvait plier une feuille, simple, une fois,
2 fois sur elle-même, on en est à 4, 3 fois 8, etc. On va continuer, c'est les puissances de 2. 50 fois. Bon. Combien, essayez de vous représenter, alors on serait à quelle hauteur? On serait là, la Tour Eiffel. Et en fait, c'est pratiquement, enfin, on approche la distance Terre-Soleil. C'est pour vous montrer qu'on a beaucoup de mal à se la représenter, cette progression brutale de l'exponentielle, surtout dans un monde limité dans lequel nous vivons. Alors j'ai cherché l'exemple le plus parlant, et le voici. On a une bouteille, et dans cette bouteille, on met, un matin, assez tôt, 2 petites bactéries. C'est les 2 petits points rouges, pour ceux qui ont des très bons yeux. Il y a 2 petits points rouges ici. Et ces bactéries ont la propriété de se démultiplier, de doubler chaque minute. Elles vont doubler. Ce qu'on sait, c'est que à midi, à 12 h, la bouteille est pleine à ras-bord. Alors, la question c'est, à votre avis, si les bactéries pouvaient penser, bien sûr, quand est-ce qu'elles se seraient dit, oulala, on est en train de doubler à chaque fois, on va manquer d'espace? Bah, un peu plus que la moitié. Si elles réfléchissent bien et qu'elles savent qu'elles vont doubler et que quand elles ont rempli à la moitié à 11h59, elles se disent déjà qu'on va manquer d'espace. On est à 11h57. Là, on peut dire franchement qu'on n'a pas l'impression qu'on va manquer d'espace. Et pourtant, on est à combien de temps? On est à midi moins combien par rapport au moment où on va avoir rempli l'espace? Bouna? Bon, on n'a que 3 minutes. On n'a que 3 minutes à vivre, en quelque sorte. Les bactéries n'ont que 3 minutes à vivre, mais elles ne se rendent pas compte. Elles se disent, ah bah, là, il me reste plein de place. Et en fait, non, il reste que 3 minutes. Et c'est ça qu'on veut dire quand on commence à doubler, on va très très vite à la limite. C'est ce qu'on voit dans le graphique quand ça monte. Alors, la prise de conscience de cette exponentielle, pour moi, elle est fondamentale. D'abord parce qu'elle met en question profondément notre dogme économique, enfin toute la théorie économique que j'ai apprise en école de commerce, comme tout le monde, et sur laquelle on a fondé notre pensée. Le Club de Rome, en 1970, déjà avait souligné cette contradiction intrinsèque de croissance infinie et exponentielle dans un monde fini. Et aujourd'hui, cette croissance exponentielle, elle s'applique aussi à vos mails. Comme je dis, ou à vos SMS, comme je dis, à l'époque où, pour ceux qui ont connu l'arrivée des mails dans le travail ou dans la vie, si on vous avait mis le nombre de mails que vous gérez aujourd'hui, le premier jour où vous avez votre boîte mail, ça aurait été la révolution, ça aurait été, mais quel est ce délire? Enfin, mais ça s'est fait très lentement, un peu comme on fait chauffer la grenouille, vous connaissez. Voilà. Le point clé, c'est de comprendre cette démesure exponentielle et que, de ce fait, on a l'impression structurelle et justifiée d'être submergé. La prise de conscience de ce mécanisme exponentiel, pour moi, c'est essentiel parce que ça nous permet de sortir de la culpabilité. Pour beaucoup de gens dans l'entreprise en particulier, qui voudraient traiter tous les mails, rien lâcher, toutes les communications, être parfait, les procédures, etc. C'est pas possible. Qui peut prétendre, à part se prendre pour Dieu, suivre une exponentielle, qui est justement une fonction démesurée? D'autant que cette exponentielle se joue pour le salarié, ou pour beaucoup de nos vies, même, on pourrait l'étendre à nos vies. C'est Christophe Dejour, qui est un psychologue du travail, qui explique très bien ça, sur 2 plans. D'un côté, pour le salarié, alors il donne l'exemple, c'est comme si vous étiez en train de remonter un tapis roulant, mais qui roule en sens inverse, vous le remontez donc. Et votre objectif, il est toujours, vous savez, c'est les fameux 20% de plus que l'an dernier. Donc vous êtes sans arrêt repoussé plus loin. Mais ce qu'on oublie de dire, ça c'est ce qui vient à l'esprit en premier, mais c'est que le tapis roulant lui-même, il va de plus en plus vite dans l'autre sens. Parce que c'est quoi? C'est les procédures que vous devez respecter. C'est le changement technologique, le changement d'organisation dans l'entreprise qui est de plus en plus fréquent. Même devenu instituteur, je suis assez frappé dans le besoin de la politique, il peut y avoir des très bonnes mesures, mais dans le besoin de la politique de toujours faire des nouvelles choses. Donc le métier change tout le temps et on a l'impression comme ça d'un manque de stabilité. Mais reste que c'est Vincent Gaulejac qui a écrit Le capitalisme paradoxant, qui montre qu'en fait, on a beaucoup dans notre vie professionnelle et sociale, beaucoup d'injonctions à concilier l'inconciliable,
Donc produire plus, mais en respectant toutes les règles, faire de la qualité totale, mais moins cher. Aussi être à la fois un producteur, un consommateur frénétique, un producteur qui subit aussi les exigences de ses propres consommateurs. Reste que quelqu'un qui voudrait être parfait dans ce contexte, c'est ce que dit Christophe Dejour, est voué à exploser en fait. Et donc il faut prendre un pas de recul pour savoir prioriser. On n'a plus le choix en fait. En tous les cas, abandonner définitivement, on pourrait dire, l'idée de perfection. Qu'on a tendance dans l'enseignement trop à enseigner aux enfants, il faut être parfait, nul n'est parfait. Et à l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit. Alors après, j'ai traité de la question sous l'angle global des causes, mais il y a nos causes à nous. C'est-à-dire que le monde n'accélérerait pas si on n'y était pas tous un peu partie prenante. Il y a quelque chose que j'ai vécu, je peux en témoigner, c'est que c'est grisant la vitesse. Quand j'étais dans ces métiers-là, j'étais un peu enivré. Je planais, mais à 200 à l'heure. Aller plus vite, ça donne l'impression de vivre plus intensément. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est une fausse impression. Mais c'est vrai que, on est conscient de notre finitude, on veut mettre de plus en plus de choses dans le temps. Et le souci, c'est que par habitude, et j'en ai été le témoin sur mon propre corps, on devient drogué à l'adrénaline. On oublie complètement, mais dans un monde où tout le monde on est constamment sous stress, l'adrénaline est une drogue, une hormone très très puissante. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller plus vite intellectuellement. C'est comme ça qu'on fait en dernière minute le dossier. Et là, d'un seul coup, en 2 heures, on est capable, etc. Et le problème, c'est que notre société en accélération constante nous met en constante utilisation de cette adrénaline qui est normalement réservée pour les moments importants où on est franchement en danger de mort, où on a vraiment un enjeu important. Mais cette adrénaline, elle est tout le temps en nous. Et on se sent amoindri si on l'a plus. Donc moi j'ai vécu ça quand j'ai quitté toute cette finance. Je me disais mais pourquoi tu pars tout le temps en retard? Pourquoi tu as encore besoin tout le temps d'être stressé, un homme pressé toujours? Et c'était ça, j'essayais de faire venir à moi ce rush d'adrénaline qui me permettait d'avoir ce sentiment en plus de puissance. Et il y a voilà. Alors on va voir ce qu'on dit. C'est ça, ces sensations fortes qui nous ramènent tous à nous-mêmes. Étienne Klein et Nicole Aubert, avec les élèves, en parlent bien. On sent bien quand on va super vite et qu'on descend dans les montagnes russes, qu'on descend les grandes pentes. Il y a un truc bizarre, c'est qu'on a peur, mais on veut toujours remonter parce que c'est tellement, on a tellement revu, mais on a peur en même temps. Alors c'est un peu bizarre quand même. Quand on va très très vite, à quoi on ne pense pas? On pense pas au danger. Même si par exemple on ne pense pas au danger à la mort, même si on meurt, on aura profité des instants avant de mourir, je pense. Donc on pense pas à la mort, c'est pour ça, parce qu'on s'amuse tellement que même si on meurt, on serait amusé avant d'être mort. Tout ça est très compréhensible. Hein. L'homme est confronté à son destin qui est de disparaître. Bon. Et donc ça crée une angoisse que l'on s'évertue à ignorer, à occulter ou à travestir. Voilà. On sait qu'on doit mourir, mais on ne veut pas y croire. Et la meilleure manière d'occulter ça, évidemment, c'est de travestir la réalité. Donc on a une profusion de moyens aujourd'hui pour travestir, pour s'enivrer. Il y a une jouissance de la vitesse, j'insiste là-dessus, il y a une jouissance de la vitesse. On ne peut pas parler de la vitesse comme s'il était constamment oppressive. Elle peut être libératrice. L'urgence, pour moi, c'est une adrénaline de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le plaisir dont parlent très bien les élèves, et les montées, les descentes, les montagnes russes, etc., c'est tout simplement parce que ça fait, j'en sais rien, ça accélère le rythme du cœur, ça produit des décharges d'adrénaline, et ça provoque effectivement une espèce de mise en condition physique dans laquelle on fonctionne vite, fort, etc. L'autre jour, j'étais invité à une émission, mais j'ai dit je peux pas y aller parce qu'après j'ai un cours. Je dois donner un cours à la fac. On m'a dit, c'est pas grave, on vous paye un mototaxi. J'ai été de leur truc à mon cours en 10 minutes, en zigzagant sur le périph'. Jouissance.
De même que quand vous êtes amoureux, vous fonctionnez d'une façon tout à fait différente que quand vous n'êtes pas amoureux et vous pouvez et vous avez une espèce de truc comme ça qui démultiplie la manière d'être. Et ben c'est pareil. Voilà, c'est grisant la vitesse et c'est utile. Une des clés, enfin, je veux dire, comment voulez-vous prendre du temps si vous ne faites pas certaines choses vite? Aller vite et ce que la technologie nous donne comme gain de temps pourrait libérer un temps, enfin, ou devrait, en tout cas de cause, libérer du temps de repos. Et ce temps de repos, ce temps de régénération, est souvent la condition pour pouvoir aller vite après. Et donc, c'est qu'aujourd'hui, toute la problématique de notre société, c'est qu'elle nous enlève, on les a plus, ces temps de pause, cette alternance des rythmes, même les cycles, on les vit beaucoup moins. Les cycles du jour et de la nuit, comme je le disais. Et pour moi, c'est de comprendre, ça m'a fait un choc de comprendre qu'en fait, pour aller vite, il faut parfois ce que dit cet enfant quand il dit à force d'aller plus vite, on va peut-être gagner, mais c'est pas sûr, si on va trop vite, on va ralentir, on va perdre de l'énergie. C'est ça qui est derrière cette pensée et donc qui est au cœur des solutions que je veux vous proposer ou sur lesquelles je vous invite à ce que nous réfléchissions. Alors, dans les solutions que j'ai mises en place dans ma classe, qui ont été une grande découverte pour moi, pour le coup, par rapport à ce que je faisais avant, en fait, quand j'étais dans la finance, j'étais à Ruth, apparemment c'est fatigant, et de temps en temps, je faisais le rêve. J'ai eu la chance de faire mon service militaire après mon école de commerce en Martinique pendant 2 ans, en tant que volontaire technique, c'est-à-dire en tant que civil. Et le temps là-bas est vraiment tout autre. Je ne sais pas, je ne suis pas retourné, ils sont peut-être pris à leur accélération, mais quand même à leur rythme, parce que c'est un climat tropical et qu'on est écrasé de soleil. Et donc je faisais le rêve d'y retourner quand j'en pouvais plus pour souffler, d'être sur l'île déserte, etc. Et en fait, je me suis aperçu que cette île, on la porte en nous. Et c'est notre respiration. Cette respiration que justement, on a tendance à placer là dans le stress, qui est tout le temps, qui est courte. Quand on respire, dans des moments de stress, on respire 300 millilitres. Quand on va prendre une grande respiration ventrale, ce sera plutôt 3 à 5 litres. Donc on va beaucoup plus s'oxygéner. Et donc j'ai découvert la méditation basée sur la respiration, qui n'est pas du tout, disons, qui entraîne aucun cheminement spirituel particulier, c'est juste de se reconnecter en profondeur à cette respiration, qui est le métronome de nos vies. On l'oublie bien trop. Qui est le premier souffle, hein, le dernier aussi. Ce sera là tout du long. Et parce que par la technologie aussi, on est coupé de notre corps, on est coupé souvent de notre respiration. Alors, aujourd'hui, de plus en plus dans les entreprises, face aux problèmes que rencontrent les gens de stress, de burn-out, etc., il y a l'usage de cette technique, un peu comme un cauter sur une jambe de bois, mais qui a quand même beaucoup d'intérêt. Et j'ai fait pour une conférence de Mathieu Ricard, qui était venu présenter devant des directeurs des ressources humaines d'entreprises à Paris, lui, sa conviction, c'est-à-dire que ça pouvait vraiment apporter quelque chose. J'ai fait un petit film avec Christophe André, quelqu'un qui prône beaucoup la méditation en France, et avec des personnes, des entreprises ou des salariés qui racontent ce que eux, ça leur a apporté. Et je voulais partager donc ce moment, puisqu'ils en parlent mieux que personne étant concerné. Aujourd'hui, quand on dit la méditation, quand on parle de méditer, on fait référence à une technique qui s'appelle la pleine conscience, qui est une technique laïque, qui est une technique codifiée avec des séances qui sont assez précisément détaillées et qui est une technique validée par la recherche scientifique. Donc cette forme de méditation précise, parfaitement adaptée à notre monde occidental contemporain, au monde du soin, au monde de l'entreprise, au monde de l'éducation, consiste tout simplement à se rendre présent, à s'apercevoir que fréquemment dans nos journées, on n'est pas présent à ce qu'on fait. On fait plusieurs trucs en même temps, ou bien on est dans une situation, mais on pense à la situation d'avant, ou à ce qu'on va faire après. Et donc, la pratique régulière de la méditation de pleine conscience nous rappelle qu'on a intérêt le plus souvent possible, ce n'est pas toujours possible, mais le plus souvent possible, à se ramener, à revenir à l'instant présent, à être parfaitement présent à ce que nous faisons. L'un des impacts
du programme de mindfulness chez Sodexo, ça a été véritablement de renforcer, pour les personnes qui ont suivi le programme, leur capacité à se connaître et leur capacité à rencontrer l'autre, c'est-à-dire à être empathique, à être davantage empathique, à être davantage à l'écoute, et donc de pouvoir mettre les gens plus en dimension et en possibilité d'être dans la bienveillance. Ce qui est intéressant dans la méditation, c'est bien sûr qu'elle va bénéficier à la personne qui pratique, mais aussi aux personnes de son entourage. En entreprise, on est souvent fortement reliés les uns aux autres, pour le meilleur et pour le pire, comme dans une vie de famille ou dans toute vie de groupe. Et donc, lorsque quelqu'un pratique régulièrement la méditation, a priori, les bénéfices qu'il va en retirer pour lui vont être contagieux d'une certaine façon pour les autres. Ça, ce sont tous les travaux modernes sur la transmission des émotions. On sait que les émotions sont contagieuses, qu'il s'agisse des émotions négatives, stress, hostilité, agacement, méfiance, ou des émotions positives, comme justement la confiance, la bienveillance, la gratitude, les capacités à admirer, à observer. Et tout ça se transmet évidemment d'une personne à l'autre. Alors, je vous avoue que je n'ai jamais fait ça devant autant de personnes, mais est-ce que, alors c'est difficile de faire un vote à main levée, mais est-ce que vous seriez tenté? Je fais ça en fait, j'ai introduit ça dans ma classe, ça a changé complètement mon métier d'enseignant. Je travaille dans le 19e arrondissement, dans une zone d'éducation prioritaire, où il y a, c'est assez mélangé socialement, c'est très multiculturel comme vous l'avez vu, on est face à des enfants qui sont de plus en plus addicts aux écrans, de manière évidente. L'écran, ça rend très passif. Ça vous charge émotionnellement l'enfant, la télé ou des jeux violents, ou ce que vous voulez, mais ça ne se traduit pas physiquement. Tout ça est incorporé. Et dans les classes, il y a une agitation. Les enfants ne savent plus attendre. C'est mon constat. Quand vous distribuez, tout va bien, mais dès qu'ils sont inoccupés, ça ne va plus. Ça ne peut être inoccupé, il y a un problème. Et ça fait écho à ce que nous vivons aussi, la peur des temps vides et cette manière de les meubler sans arrêt. Et donc, tous les matins, je démarre, demain matin, ce sera le cas, je démarre ma classe avec une petite séance de respiration de 2 minutes. C'est pas long dans une journée, 2 minutes. Alors, est-ce que on fait un vote à main levée quand même, et qui voudrait juste le pratiquer 2 minutes pour que je vous transmette juste ce moyen simple de se reconnecter à soi-même? Qui est intéressé? Ça va, on est bon. Alors, je vais vous inviter tout simplement... alors, le principe, c'est de se dégager du dos du fauteuil, de s'avancer bord chaise. Alors, je ne serai pas assis avec vous, mais on peut la faire debout d'ailleurs, mais là, c'est mieux quand vous êtes assis. Vous sentez votre colonne droite comme si elle était tenue par un petit fil. Le menton rentre légèrement, les épaules s'abaissent, et les mains peuvent se mettre sur les cuisses ou les genoux. Et là, l'idée, et c'est toute la clé que je voudrais vous transmettre, c'est de contacter une respiration ventrale. C'est-à-dire qu'on va respirer par la partie basse des poumons, le diaphragme va pousser les organes, et ça va faire gonfler notre ventre. Alors cette respiration-là, elle a une grande vertu, parce que la médecine chinoise le montre vraiment bien, et beaucoup d'études le montrent de plus en plus, parce que vous savez que c'est notre deuxième cerveau, mais aussi là où se loge beaucoup d'inflammations, et beaucoup d'inflammations qui peuvent mal tourner. Or, on prend soin de l'extérieur du corps, on fait des massages, on peut faire plein de choses, mais qui sait ce qui se passe à l'intérieur? Et cette respiration ventrale, quand vous gonflez le ventre, vous pouvez mettre vos mains si vous avez des doutes, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça malaxe nos organes internes. Et ce faisant, ça réduit les inflammations, si c'est fait quotidiennement. Et ça a donc de grandes vertus médicales, préventives, en quelque sorte. Sans compter que c'est notre nerf pneumo-abdominal, celui de la digestion, qu'on active ainsi et qui fait du bien. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement pendant 1 minute à présent, de mettre toute votre attention, tout votre esprit dans cette respiration, d'essayer de devenir l'air qui rentre frais à l'inspiration, qui gonfle le ventre, puis qui ressort plus chaud. Et si les pensées viennent comme elles le font toujours en fait, simplement c'est de ramener, de les laisser passer, puis de ramener toute votre attention à cet air
qui nous nourrit. Je vous remercie, c'est fantastique. Je ne sais pas si on a pu filmer ça, mais alors génial. Et alors, en plus, chose que j'ai éprouvée moi-même, mais aussi les enfants, ils le disent, c'est que ça nous reconnecte à quelque chose dont les écrans nous coupent. Notre corps, nos émotions. Le matin, on fait un petit point, les émotions, où on en est, parce que bon, on oublie à quel point on est influencé par les émotions qu'on traîne. Et ça permet de voir, entre autres par rapport à cette alternance des rythmes, qui est une des solutions que je vous invite à juste à penser dans votre vie. Vous laissez des temps de pause, vous laissez des temps pour rien faire, respirer par moment. Cette respiration, elle vous dit, elle vous met en contact avec votre corps qui peut vous dire « Oh là, je suis crevé, j'ai besoin de dormir. Il vaut mieux que ce soir je me couche tôt plutôt que d'insister, de tirer toujours sur la corde. » Elle va vous faire sentir aussi quand vous avez une énergie très forte que vous pouvez mobiliser. Alors, l'autre point, je l'ai dit, c'est de déculpabiliser. Voilà, on est face à un mouvement qui nous dépasse, qui ne dépend pas de nous en plus, pas totalement de nous, que partiellement. Et donc, en tous les cas, d'en finir avec la volonté de tout contrôler, de tout maîtriser, d'être au top, quoi. Et Hartmut Rosa en parle très bien à propos de, je ne sais pas si vous en avez une to-do list, la liste des choses à faire. La voilà. People tell you we are driven by greed. We never get enough, right? We want to have more and more. But actually, that's not my observation. When you really talk to people and study them, and we have some great instruments in social research, they are not driven by greed. Mainly they're driven by fear, right? It's anxiety which makes them run, right? And they are really, really always afraid that they are not good enough, not fast enough, that they can't keep track with all the things that are expected from them. And you really can see systematically how the number of issues you should take care of rises incessantly, right? You can even compare it in the year 2012 with the year 1980 or so, or 1990. You see, now we should also be ecologically aware, right? So people feel guilty because what they buy, for example, is not, or the way they use transport systems, is not really ecologically sound or socially fair, for example, right? And then there's an incredible number of health issues which they should think about, right? You should think of weight, but also of your blood pressure and the blood values and so on. So if you're not good on that, you feel guilty there. Then you should do more for partnerships, right? There's a number of things what you should do to be a good partner to your wife or husband or whoever, and what to do to be a good parent, because it's very important for your kids to get the right kind of support and to become competitive. So you never satisfy with all the needs you should satisfy there, and then you should care for your parents, right, when they are old and get sick. And you never do enough to satisfy that. And of course, the workplace is probably the central sphere for that kind of stuff, right? You should train in many ways. You should do something for your foreign languages. You should go abroad sometimes, but then you should also relax, of course, right? In the end, if you get all the other things done, normally you fail because you don't relax enough and do enough for your awareness, etc. So this creates really a feeling for people that they are always guilty. At the end of the day, when you go to bed, you can absolutely be sure that you didn't do all the things you were supposed to do.
phrase d'Hartmut Rosa m'a fait le plus grand bien. Ça a été là où j'ai commencé à penser, effectivement, il s'agissait de sortir de cette culpabilité, parce que si moi aussi je courais, ou si cette question m'interrogeait, c'est aussi à cause de ça. On n'a jamais fini. Et hier, ça m'est arrivé, je me suis dit, oh là là, t'es loin, mais je me suis rappelé ce qu'il disait. On n'a jamais fini, on ne pourra pas. Donc, il faut, d'une certaine manière, lâcher prise. Alors, pour alterner les rythmes, je voulais juste rappeler des activités que j'ai retrouvées en écrivant le livre, qui m'ont fait... Je recuisine. Cuisiner, c'est prendre son temps. Quand on coupe les carottes, ça arrête un petit peu le temps. Marcher aussi, évidemment. C'est Giono qui disait tu penses mal, marche. Tu penses trop, marche. Et beaucoup de créateurs, marcher, ça fait le plus grand bien. Mais évidemment, le contact avec la nature, jardiner, il y a lire, ou alors ne rien faire aussi. Mais en tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pauses nourriront votre énergie pour la prochaine phase de vitesse. Et au demeurant, comme on est dans cette société de l'hypercompétition, il faut se rappeler comment font les compétiteurs, les grands sportifs. Je suis un grand fan de Federer, mais il y en a plein comme ça. Quel est le secret de ces sportifs à carrière longue et à grande performance? C'est leur phase de récupération. Ils vous diront tous ça. Ils ont des programmations très claires pour pouvoir se récupérer, pour être prêts pour la compétition. Or, nous, on a tendance à vouloir être en permanence dans un mode compétition, en oubliant qu'on a besoin de récupération. Il y a aussi une chose, c'est qu'on est dans une société, et ça c'est redoutable, une société de la surabondance. C'est l'illimité partout. Vous vous baladez dans des centres-villes, bon, alors dans des grandes villes, parce que dans les plus petites, ils ont fermé un petit peu les commerces, malheureusement. Mais vous avez plein de choses à acheter. Et vous allez au supermarché, ça regorge de choses. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous êtes comme un enfant qui rentrerait dans un magasin de jouets, quoi. Sur Internet, c'est illimité. Tout est illimité. Et si vous ne savez pas vous fixer des limites, dans un monde qui vous propose sans cesse l'illimité, c'est dangereux. Et cette question des limites, c'est Nicolas Hulot qui l'a dite d'une manière qui m'a beaucoup frappé lors du film. Quand on regarde toutes les crises, tant est que ce terme ait encore un sens, que l'on traverse et qui se répètent et qui s'amplifient, et qui vont peut-être nous faire basculer dans une crise systémique, le petit dénominateur commun, c'est une crise de l'excès. C'est-à-dire, on ne sait pas se fixer des limites. Quelque part, on brûle, on brûle dans ce rythme, on brûle dans cette possibilité de faire tout, de conquérir des tas de choses, en tous les cas en Occident. Et en même temps, on s'y consume. Et donc, c'est une question de limite, d'équilibre, évidemment. Alors, certains diront, oui, mais à vous écouter, on serait resté au train à vapeur. Non, il y a un moment où il faut se satisfaire des choses. Voilà. Et on ne sait pas se satisfaire des choses. On ne sait pas se satisfaire des choses. Il y a un moment où il faut se satisfaire des choses. Et c'est vraiment, effectivement, notre société pas du tout structurée comme ça, quoi. On est plus toujours propulsé vers le futur, vers un désir futur. Et Daniel Cohen, dans son livre Homo economicus, montre que la classe moyenne française, alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations très difficiles, mais pour la classe moyenne, elle vit comme un roi, enfin un seigneur au temps de la féodalité. La taille du château mise à part, il y a le confort, la nourriture, les soins. Enfin, on a un niveau, on a atteint, mais ça suffit pas. Et cette question, elle peut nous interroger chacun sur la limite qu'on fixe personnellement, les limites que le fait de gagner beaucoup moins d'argent que ce que je gagnais avant, ça m'a fait complètement changer de manière de vivre. Je suis pas du tout plus malheureux, en fait. J'ai plus de temps, ce qui est quand même finalement une richesse aujourd'hui. Et je vis différemment, mais ces limites peuvent faire du bien, finalement. Il y a un autre aspect aussi, c'est de comprendre, et je l'ai dit, cette société nous met en contradiction. Elle nous demande tout et son contraire. Donc il faut arrêter de culpabiliser ou de s'en vouloir. Je ne suis pas cohérent, j'y arrive pas. C'est pas comme tant de gens le disent, il faut être un peu indulgent avec soi-même dans ce bas monde. Et accepter ces contradictions, je crois que c'est le premier moyen pour commencer à un peu les dépasser. On ne pourra pas les dépasser complètement, mais un petit peu. Et pour faire chacun notre part. Alors voilà ce qu'en dit Étienne Klein. Faut veiller à ne pas se mentir à soi-même. Si on n'arrive pas à trouver de temps pour l'essentiel, il faut se poser la question de savoir si ce qu'on appelle essentiel est vraiment essentiel.
maybe we are also running because we have lost the sense of what is really important for us, and we are afraid of this. I think we have become afraid of a situation in which we really have to face ourselves, right, and think about what is really important in my life. What do I want to do? And then we say, oh, I don't want to think about it because I have so much work to do, right? So it's really also running away from the possibility that we are empty inside ourselves. At least that's the feeling we have, right? Maybe there is nothing inside of me and nothing that I really find important and satisfying, and that's a very scary idea. So instead of facing that possibility, we keep running, right, and do something. C'est un point important en fait, c'est que peut-être cette course, le problème majeur, c'est qu'elle nous coupe du sens. Parce que quand on est il le disait au début Nicolas Hulot, mais quand on est dans la course, dans le prochain virage, comment on peut prendre du recul et réfléchir au sens des choses? Et ce manque de sens nous précipite lui-même dans l'accélération, un petit peu pour l'oublier. On va penser à des frénésies consommatrices qu'on peut tous vivre à des moments, plus ou moins. Voilà, la question du sens est centrale, et par rapport à cette vision du tout-croissance, il faudrait peut-être chercher d'abord le sens, qui aboutira peut-être à de la croissance, mais peut-être à de la décroissance aussi dans d'autres secteurs. Je ne crois pas à la décroissance non plus. Je pense que ce sont deux dogmes qui se répondent dans leur excès. Une croissance infinie, ça n'existe pas, puis qui a envie de décroître infiniment, ça n'a pas vraiment de sens. La vie et la nature sont des cycles. Mais aujourd'hui, on n'accepte plus les cycles, en tous les cas économiques, et on entretient le système par une dette qui elle-même nous oblige à croître. Parce que quand vous êtes endetté, vous ne pouvez pas ralentir. C'est ce qu'explique très bien d'ailleurs Hartmut Rosa dans le film. Quand une banque prête de l'argent, elle parie sur la croissance future, que ce soit à travers la dette qu'elle vous prête, parce qu'il va falloir que vous la remboursiez, ou l'État, ou à travers aussi l'investissement qu'elle fait dans une entreprise. Alors, avant de laisser la parole à Étienne Klein de conclure, il y a toute la dimension collective. Je ne l'ai pas abordée parce que qui serais-je pour avoir la solution à un problème aussi complexe dans un monde aussi complexe? Ce qui est certain, en revanche, c'est que de plus en plus de gens s'emparent de cette question. Ils comprennent qu'il y a un hiatus. Parce qu'on sait que ce monde crée des écarts de richesse inouïs, aujourd'hui inouïs, qui a un vrai problème parce que la richesse se concentre, le pouvoir se concentre, et je dirais un peu dans les mauvaises mains. Ce n'est pas les plus sages. Les bons, les sages n'accumulent pas comme des fous. Ils vont trouver un autre sens à leur vie. On veut dire le philosophe ne sera pas dans cette logique-là. Et aujourd'hui, on est entraîné dans cette course globale et autant les inégalités clivent un petit peu quand on dit « sale riche, t'as plein d'argent » ou c'est souvent difficile par exemple dans l'entreprise. Par contre, je me suis aperçu dans l'entreprise, le thème du temps, il était redoutable parce qu'il était partagé par tous. Et qu'il interroge bel et bien le PDG, soumis à une pression des actionnaires, on mésestime, la vie d'un PDG, je ne donnerais rien, pour rien au monde, je ferais ce métier-là. Enfin, voilà, par exemple, c'est des vies où on n'a plus de vie familiale, on n'a plus rien, enfin, c'est une course permanente, mais qui est encore accrue par cette accélération, et ça touche jusqu'à l'employé. Et donc, tout le monde est concerné par cette question. Quelle société on veut construire dans notre rapport au temps? Est-ce qu'on va réussir à le vaincre? Et évidemment, je ne crois pas, alors il y a plein de possibilités, redistribuer les gains de productivité, le revenu universel peut-être, fixer des limites aux écarts de richesse, ça j'y crois profondément, ça calmerait tout le monde. Si on pouvait dire que on ne peut pas gagner dans une entreprise, le PDG ne peut pas gagner 100 fois plus que son salaire le plus bas, si on monte tout le monde progressivement, et c'est plus la course des uns contre les autres, il y a plus une idée de coopération. Plutôt que cette compétition mondiale qui a un peu tendance, si on voit les choses sous l'angle écologique, à nous mener droit dans le mur. Et puis il y a une dimension spirituelle aussi, donner un sens à notre action collective plutôt que cette course seulement matérialiste et consumériste. Alors voilà ce qu'il dit sur le sens, Étienne Klein, pour conclure sur les... Je pense que l'idéal, mais c'est un idéal qui n'est pas forcément généralisable, c'est de se donner, de décider quel est le sens de sa vie, et de se concentrer sur les actions que le sens qu'on lui a donné impose. Et une fois qu'on a trouvé le sens, il me semble que tout prend sens, et du coup le temps devient non plus un ennemi, mais un allié. Il va permettre de construire des choses.
J'avais pris cette phrase en pleine figure, personnellement, c'était « Ah bon, le temps peut être un allié ?» Mais oui. Notre-Dame, des gens qui acceptaient même de mourir, ils ne voyaient même pas le résultat de leur œuvre, etc. Le temps, quand il va s'inscrire dans du sens, on est porté, d'ailleurs on a moins de fatigue, etc. Le sens par rapport au temps est clé. Alors voilà, en matière de sens, je voudrais conclure sur quelque chose d'un peu oublié dans notre course contre le temps, et qui me paraît toujours sidérante en fait. Parce que derrière quoi on court tous souvent, c'est l'amour. L'amour de notre enfance, de nos parents, si on en a eu, etc. Mais c'est quand même ça qui meut beaucoup de gens. Et l'amour, ça prend du temps. Pensez, les amis que vous les avez construits comme ça, là, sur Facebook, en un clic? Non. Les vrais amis, ça prend du temps. Il faut y consacrer du temps. L'éducation d'un enfant, ça, c'est le temps qu'on lui donne, en grande partie. L'amour conjugal, faire l'amour, tout ça prend du temps. Tout ce qui est cet amour qui m'a frappé, c'est que dans cette course contre le temps, il passe à la trappe, souvent. Il y avait une maman qui m'avait dit, lors d'une projection, qui m'avait cité l'exemple, elle était on est en plein dedans, en train de choisir les cadeaux de Noël avec sa fille. Non, c'était pour l'anniversaire, pardon. Et sur Internet, elle est en train de cliquer, etc. Puis à un moment, au bout de 5 minutes à faire les choix, sa fille s'est tournée vers sa mère, qui était manifestement cadre, et elle lui dit « Mais maman, tu sais, moi, ce que j'aimerais surtout comme cadeau, c'est un peu de temps avec toi. » Alors que vous avez ça, il y avait un grand silence dans la salle après. Parce que tout le monde est renvoyé à ça. On vit tous ça, plus ou moins. Enfin, selon le travail qu'on a. Et... Voilà, mais l'amour, c'est important. Je voudrais en parler en tant qu'instituteur. Ma grand-mère m'a transmis ça, elle qui était beaucoup là-dedans. Et si on espère construire un monde meilleur, je vous assure que ça passe par là. Les enfants, c'est quelque chose qui m'est apparu comme une illumination depuis que je suis instituteur. Les enfants qui ont été aimés, quelle que soit leur origine sociale, presque, ils sont sauvés. Ils ont comme une bonne étoile qui les suit. Ils ont confiance. Et ils abordent les autres avec pas d'agressivité. Ça se joue beaucoup plus, effectivement, dans un rapport bienveillant. Voilà, l'amour, c'est la condition de l'être. C'est celle qu'on recherche tous. Ça prend du temps hors des écrans. Parce que les ordinateurs... c'est comme les écrans, ça n'aime pas. Ça, dites-le à vos enfants, ou aux adolescents en particulier. Dans le monde des chiffres, l'amour ne compte pas. Et puis, votre smartphone ne vous prendra jamais dans ses bras. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Et ravi de cet échange en Belgique.